Voilà, alors donc Amar, je vais te présenter en quelques mots. Donc tu es chercheur en digital data marketing à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Donc tu vas nous présenter My Web Intelligence. Alors attendez, en même temps j'admets Anthony. Donc My Web Intelligence, c'est un outil open source donc avec une licence MIT pour les data analystes qui souhaitent donc faire de l'analyse de controverses ou de la cartographie d'influenceurs. Alors, on connaît déjà les cartographies d'influenceurs sur Twitter, sauf que là, on est sur la donnée structurée. Et cet outil que tu vas nous présenter et sa spécificité, c'est que ça permet aussi de travailler sur des pages web, donc sur de la donnée non structurée. Et puis tu vas nous présenter donc une étude de cas sur le cas de Juan Branco, qui a quand même défrayé la chronique, donc son livre Crépuscule, ou comment un jeune auteur qui était peu connu a finalement réussi à faire son propre marketing d'influence. Donc, merci beaucoup, Amar Lakel, d'être avec nous. Et donc, je te passe la parole pour ta présentation. Merci, merci, merci à tous. Je suis très content d'être là. Donc, parce qu'en fait, l'outil vient d'être finalisé la semaine dernière. C'est un tout petit outil, vous voyez, on va être modeste, mais je suis content quand même de boucler ce projet. Donc, c'est ma première présentation publique que je fais véritablement de l'outil. D'habitude, c'était au sein des universitaires et je rassemblais des enseignants et des chercheurs sur la question. Et là, c'est la première véritable présentation de l'outil. Donc, je suis très content d'être là. Je vais vous faire une présentation de 10-15 minutes, 20 minutes maximum. Et puis surtout, poser des questions. Ce n'est pas une formation, donc je vais renvoyer vers le site web dans lequel il y a une formation en ligne qui dure à peu près 1 heure et demie. L'outil est très rapide à prendre en compte. C'est une brique logicielle dans un dispositif. Hein. C'est vraiment fait pour les data analystes et ceux qui bossent dans la data marketing. C'est vraiment une brique logicielle, donc il est facile à acquérir, très, très facile à installer. Et ça, c'était un de mes objectifs. Extrêmement facile à installer, extrêmement facile à manipuler. La formation, c'est 1 heure et demie maximum, et on commence à crawler le web et on constitue son corpus. Donc voilà, je vais vous montrer ma petite présentation. Et puis après, surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est les questions, c'est les pratiques. J'aurai peut-être même des questions à vous poser moi-même sur vos propres pratiques par rapport à la data analyse. Boum, hop, non, c'est ça. Hop, là, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, parfait. Parfait, super. Super. Donc, My Web Intelligence, un outil pour cartographier le web et pour pouvoir rassembler le web en une documentation structurée qui nous permette de détecter pas mal de choses, notamment les communautés, les influenceurs, les liens, les éléments. On part sur le principe. Alors, d'abord, une petite présentation générale. Ce que je suis, ce que je ne suis pas, je suis enseignant-chercheur, donc je suis un fonctionnaire public, hein, je fais de la recherche en sciences de l'information et de la communication, et je me spécialise dans le data marketing, comme il vient d'être dit. Je suis à l'Université de Bordeaux-Montaigne, dans un laboratoire qui s'appelle le MICA. Le MICA, c'est le gros laboratoire des sciences de l'information et de la communication de l'Université de Bordeaux-Montaigne, et je fais partie d'une équipe qui s'appelle E3D, justement, qui s'intéresse à pouvoir développer des outils de digital methods, comme on dit dans notre jargon, digital humanities, c'est-à-dire des outils qui nous aident à comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur le web et ce qu'on fait sur le web en général, et comment le web structure aujourd'hui la société, quel est son impact, etc., etc. Et comment la société structure le web. Donc j'ai vraiment une casquette aujourd'hui de chercheur, d'enseignant autour des digital méthodes. J'interviens beaucoup dans les responsables dans le master d'audit de communication pour faire justement des auditeurs marketing, auditeurs de communication, spécialement sur les questions du digital. Et c'est pour ça qu'il y a un lien très très fort entre cet outil et mon enseignement, parce que cet outil peut servir aussi, parce qu'il y a ici aussi des enseignants, peut servir aussi aux étudiants pour appréhender justement le web et pour pouvoir analyser des phénomènes de communication et de marketing sur le web. Et donc c'est un outil qui est très facile à mettre en place, qui s'installe très rapidement, hein. Il n'y a pas besoin de directeur des systèmes d'information, d'autorisation, de grandes bases de données, etc. etc. C'est vraiment moi, ma logique de recherche aujourd'hui. Après avoir beaucoup couru après les financements et avoir perdu un temps fou dans des procédures bureaucratiques pour avoir des financements qui n'arrivaient jamais, j'ai complètement changé de braquet, hein, sur ma méthode de recherche, et aujourd'hui je travaille vraiment sur le développement de micro-outils extrêmement rapides à développer,
En 6 mois, 8 mois, le projet est créé, bouclé, fini, et on dépose des briques open source et on les dépose à la communauté. Donc, l'enjeu du marketing, je vais démarrer sur un contexte général et quelques définitions. L'enjeu du marketing digital d'influence, c'est un enjeu qui remonte quand même à la naissance du marketing. On se rappelle que celui qui a inventé le marketing moderne, c'est Edward Bernays. Et Edward Bernays, dans l'entre-deux-guerres, la première chose qu'il fait quand il invente un modèle de campagne marketing, c'est un marketing d'influence. C'est-à-dire que la théorisation du marketing dans l'entre-deux-guerres, c'est trouver des leaders d'influence, trouver des leaders d'opinion, faire un événement qui va défrayer la chronique, et autour de cet événement qui va défrayer la chronique, agiter les leaders d'opinion pour permettre le basculement vers une campagne marketing de masse. C'est ce que plus tard on a appelé, avec Lazarfeld, le two-step flow, hein, l'idée que toute campagne marketing se fait par d'abord un défraiement de la chronique, c'est-à-dire par une événementialité. Cette événementialité, elle doit être relayée par des leaders d'influence qui va lui donner sa légitimité, et ensuite elle est appuyée par une campagne de mass marketing. Donc, le marketing et marketing d'influence, c'est quasiment un synonyme. J'arrive pas à imaginer une campagne marketing sans un marketing d'influence. Ce qui s'est passé avec l'arrivée des digital médias, c'est qu'en fait, tout individu a aujourd'hui à sa disposition un dispositif de communication qui potentiellement, et je mets des grosses guillemets avec potentiellement, qui potentiellement peut lui permettre d'avoir une influence extrêmement forte sur un marché à un moment donné, sur un secteur à un moment donné, voire sur une opinion politique et publique à un moment donné. Alors, on nous montre toujours, et d'ailleurs l'étude de cas que j'ai choisie, c'est justement l'exemple type d'un individu qui, tout seul, va permettre de lancer son propre produit à travers un buzz et à travers une manipulation très très intelligente des réseaux sociaux, de son blog, etc. Et le lancement de produit, c'est-à-dire son livre Crépuscule, va lui permettre d'être le numéro 1 des ventes en France pendant 6 mois, pendant l'année 2019. Donc là, on a vraiment l'archétype de la mythologie du digital média. C'est un individu tout seul qui est quasiment en autopublication, qui se fait publier par une micro-maison d'édition, enfin 2 copains, quoi, et qui, à travers la bonne gestion d'un buzz, va devenir le numéro 1 des ventes et va avoir un impact politique extrêmement fort, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Crépuscule sort au moment des Gilets jaunes, en plein Gilets jaunes, et va devenir quasiment le petit livre jaune des Gilets jaunes, et il va vraiment avoir un impact très fort sur les débats. Aujourd'hui, les arguments qui sont dans ces bouquins sont les arguments qui sont repris, qui ont structuré la pensée politique à un moment de la révolte des Gilets jaunes. Donc, vraiment un individu qui, tout seul, va avoir une influence politique pendant les 6 mois de crise qu'a connue la société en 2019, extrêmement important. Donc, ça m'a paru très intéressant de faire une étude de cas là-dessus pour se dire comment a-t-il fait ? Par quel canal est-il passé? Quels étaient les influenceurs qui ont relié son travail? Et comment ça se fait? Comment peut-on mesurer son impact au regard des médias traditionnels? Bon, troisième point que je voulais souligner, l'analyse d'influence digitale aujourd'hui, ça a 10 ans. Hein, la maturité, l'analyse d'influence digitale a 10 ans, mais il y a ce que j'appelais le lamppost syndrome, vous savez, le syndrome du lampadaire. Vous connaissez tous cette blague du lampadaire, hein, c'est un individu qui est en train de se balader dans la nuit, puis il voit un lampadaire allumé, et juste en bas, au pied de ce lampadaire, il voit quelqu'un chercher. Donc il va voir la personne, et puis il lui demande qu'est-ce que vous faites là? Il dit je cherche mes clés, j'ai perdu mes clés, je cherche mes clés. Et l'individu il dit ah bon, vous avez perdu juste là sous le lampadaire, vous avez de la chance. Il dit ah non, non, je n'ai pas du tout perdu ici, mais il y a que là qu'il y a de la lumière. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est mis à réfléchir sur comment cartographier les influenceurs, c'était il y a 10 ans, hein, la chose la plus facile à analyser, la chose la plus facile à trouver, c'était les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, sont des plateformes propriétaires. Donc elles sont cadenassées, elles sont structurées, elles sont organisées. Donc la communication qui se passe dans les réseaux sociaux se passe dans un format qui est structuré, extrêmement structuré même. Et surtout, il est rassemblé par un propriétaire qui en a une base de données, et donc il peut rendre accessible cette base de données par API. Et donc évidemment, pour ceux qui devaient trouver une solution d'analyse d'influence, c'était du pain béni, parce qu'il suffisait juste d'avoir un contrat avec ce réseau social, accéder à son API, récupérer des données structurées que les ingénieurs
ingénieurs aiment bien ça, les données structurées. Donc, les ingénieurs formatent ces données structurées et font des tableaux de bord. Vous connaissez tous Digimind, enfin des dizaines de sociétés qui aujourd'hui vous donnent des tableaux de bord d'analyse des réseaux sociaux. Ok, quid. Les réseaux sociaux, c'est quand même un monde très particulier. Certes, il y a les entreprises, certes, il y a un peu tout le monde dans les réseaux sociaux, mais c'est surtout un monde de consommateurs. Donc les réseaux sociaux, c'est extrêmement intéressant pour regarder le contenu consommateur. Qu'est-ce que l'on fait de cette immensité qu'est le web et qu'est la production de contenu? Le web, c'est pas des réseaux sociaux. Le web 1.0, le web old school, comme j'aime l'appeler, c'est le web de la publication de contenu multiple, hein, la presse, les entreprises, les institutions, les associations, les blogueurs, tout ce qui est communication aujourd'hui s'appuie sur le web et s'appuie à un moment sur des producteurs de sens, sur des influenceurs traditionnels qui maîtrisent les techniques de communication et les techniques de marketing. Or, on se rendait compte qu'il n'existe pas de solution. Alors, pas tout à fait, il en existe. Il existait très, très peu de solutions, allais-je dire. Il existe très peu de solutions dans le monde pour cartographier le web et faire une analyse, j'allais dire, des vrais leaders d'opinion, des vrais influenceurs. Les réseaux sociaux nous parlent vraiment de la couche consommateur, hein, de la conversation numérique, alors que le web 1.0, lui, nous parle vraiment de la construction des savoirs, des connaissances et des opinions structurées par les influenceurs traditionnels, qui en général sont les influenceurs les plus puissants en marketing. Donc voilà. Et puis, autre chose aussi, hein, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas sur les réseaux sociaux. Hein, il y a une grande fascination aujourd'hui pour les réseaux sociaux, mais moi, j'ai beaucoup bossé dans le marketing. J'ai bossé 10 ans dans le marketing avant d'être enseignant-chercheur, et jamais mes clients étaient des clients pour lesquels j'aurais pu faire quelque chose dans les réseaux sociaux. Par exemple, je vous donne un exemple, l'analyse. J'avais travaillé pour une boîte d'assurance qui m'avait demandé une analyse à un moment des influenceurs sur les questions de voyage et des questions d'assurance voyage. Bon, bah, sur les réseaux sociaux, on ne trouvait pas grand-chose. Alors que le travel, c'est quelque chose, c'est un secteur d'activité sur le web extrêmement important, et il y a des agences de voyage, etc., qui, des blogueurs voyage. Donc, vous voyez, c'était un secteur qui n'était pas du tout adapté à une analyse réseaux sociaux, ou du moins, l'analyse réseaux sociaux était très faible. Quoi d'autre, hein, il y a eu, par exemple, un conseil régional qui m'avait demandé à un moment de faire une sorte de benchmarking entre la marque région, sa marque région, et les grandes régions de France. Là encore, à l'époque, les réseaux sociaux, c'était il y a 4-5 ans, les réseaux sociaux étaient extrêmement faibles. Donc, vous voyez, le old school, en fait, et plus mes études avancent, plus le old school, c'est quand même une quantité d'influence assez majeure, voire je crois même très importante. Alors, on oppose souvent l'influence de longue traîne, hein, ça veut dire ces petits micro-influenceurs dont la somme ferait à peu près la moitié de l'influence à un moment donné sur le web, et les leaders d'opinion qui sont beaucoup moins nombreux et qui porteraient quantitativement à peu près la moitié de l'influence sur le monde digital. Donc c'est pour ça que j'ai voulu à un moment se doter d'un outil. Alors il existe des outils, mais ils sont propriétaires. Donc les entreprises en font une black box, hein, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ils font, ils nous expliquent eux comment ils font, mais on n'a pas le droit d'aller voir le code, on n'a pas le droit de voir comment ça fonctionne. Et quand j'ai gratté un peu, parce qu'il y a toujours moyen d'avoir accès aux outils ou de discuter avec les développeurs informatiques, j'avoue que j'étais assez déçu en général de cette partie-là. Autant les offres solutions sur l'analyse de réseaux sociaux sont très structurées et très organisées, et j'ai expliqué pourquoi. Autant l'analyse du web c'est quelque chose de très compliqué parce qu'on a affaire à des données extrêmement hétérogènes, et j'étais extrêmement déçu. Donc je me suis dit, va falloir inventer son propre outil, et on va fabriquer son propre outil. Donc l'idée, c'était de concevoir la brique logicielle qui manque aux data analystes. Ce n'est pas de faire un logiciel, de toute façon, j'en ai pas ni les moyens ni le temps, hein. Je suis enseignant-chercheur, hein. Je ne suis pas un start-upper, je ne vends rien, je n'ai pas de boîte. Donc, c'est l'idée d'inventer la brique qui manquait pour que le data analyst, qui lui a toute une série d'outils pour analyser, pour visualiser, etc., puisse avoir enfin un corpus qu'il maîtrise, dont il comprend la fabrication et sur lequel il peut agir et influencer. Parce que ma démarche, c'est vraiment une démarche qualitative.
c'est de savoir ce que l'on fait quand on récolte un corpus web, qu'est-ce qu'on a obtenu et comment s'assurer que ce qu'on obtient a bien le sens que l'on croit avoir. Je me méfie beaucoup des tableaux de bord parfaits, animés, faits par de très jolis designers, avec des petites couleurs, etc., qui ont un effet de vérité, mais dont on ne maîtrise pas en réalité l'amont, c'est-à-dire la fabrication de la data, et la qualité de la data, et la pertinence de la data. Donc, il n'y a rien de pire que de se faire séduire par une interface graphique très très belle. Alors, si on peut avoir ça, tant mieux, hein, mais sans avoir le contrôle de la qualité des données que l'on a. Et donc, c'est un projet de recherche, il est en cours. Hein, là, on a vraiment eu un tout petit financement de 9 000 € l'année dernière pour faire la brique logicielle, on l'a faite. Et chaque année, à chaque fois que je vais réussir à gratter à droite ou à gauche des petites sommes auprès de mon université, ben, j'avancerai dans la brique logicielle. Donc, on va revenir. Cette roadmap est très connue des data analysts. Donc, pardon s'il y a des data analysts parmi nous, mais ou pas par les responsables marketing, parce que c'est de l'étude marketing de base. Hein. La première étape, ça va être de définir un dictionnaire qui va donner sens au contenu. Ce dictionnaire va permettre à ce que l'outil puisse savoir si les pages qu'il est en train d'absorber sont pertinentes ou pas pour la recherche. Hein. On va définir un territoire à un moment donné, et ce territoire va être défini en fait par un champ sémantique. Et ce champ sémantique, c'est lui qui va aider le crawler à classer le corpus qu'il va aller chercher. Ensuite, l'outil de base, celui que MyWeb Intelligence véritablement, c'est le crawl de proche en proche. Vous savez qu'il est très difficile d'avoir accès au web. Hein. Google vous donne accès à 0,00001% du web. Donc l'idée, c'est de pouvoir partir à partir d'une série d'URL qui ont été collectées par ailleurs. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise plusieurs moteurs de recherche et je ramasse le maximum d'outils d'URL de départ. Hein. Je n'hésite pas à prendre 8000, 9000 URL si le sujet s'y prête. Là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas hein, sur le corpus de Juan Branco. Après nettoyage, sur 6 mois, il y avait 800 URL. Et vraiment, quand j'utilisais vraiment celles qui ont participé à la controverse, on se retrouve à peine avec 500 URL. Donc, mais le web de proche en proche fait qu'on lui donne quelques milliers d'URL, et puis il va les récolter, ces URL, il va les structurer dans votre base de données, ce qui va vous permettre d'avoir un contenu structuré. Ça, c'est la bonne nouvelle pour le data analyst. Mais surtout, il va utiliser des liens qualifiés, et ces liens qualifiés de proche en proche, bon, je ne vais pas trop loin parce que je vais revenir là-dessus. Ensuite, il fallait un troisième outil de nettoyage de données. Il faut pouvoir voir ce qu'on a crawlé, pouvoir agir dessus, pouvoir le supprimer, le nettoyer, l'améliorer. Parce que quand on va vouloir faire de la data analyse, notamment de l'analyse sémantique, du text mining ou même du traitement automatique du langage, ben on a intérêt à avoir des corpus texte très très propres parce que sinon on fait dire n'importe quoi aux analystes. Ensuite, pouvoir enrichir les données, hein, aller chercher des données externes ailleurs, notamment les données d'impact. Hein, combien il y a eu de partages sur les réseaux sociaux, quel est le rang de tel site web sur Moz, quel est son indice d'audience sur Alexa, etc., etc. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'on n'est pas dans une formation, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi, cet outil devrait à terme permettre aussi de rajouter des données à la fois sur le site web ou sur la page, données qui sont fournies par des prestataires externes, des fournisseurs de données. Enfin, pouvoir exporter tout ça dans des formats qui sont compatibles avec différents logiciels d'analyse. Et donc là, l'idée aussi, c'est d'améliorer de plus en plus les exportations. Là, je vous verrai qu'il y a deux sortes d'exportations. Il y a le CSV, hein, c'est traditionnel, mais il y a aussi le GUXF. Le GUXF, c'est la cartographie. C'est des outils qui sont utilisables directement dans l'analyse cartographique et qui permet justement de pouvoir mesurer ses propres domaines d'autorité, ses propres communautés, etc., etc. Mais à terme, on aimerait aussi pouvoir développer en Iramutec, en Alceste, en Trop, c'est-à-dire que d'une simple ligne de commande, on puisse exporter son corpus préconstruit pour pouvoir vite basculer vers un outil d'analyse un peu plus puissant. Et enfin, la visualisation, hein, le paramétrage d'un export pour pouvoir visualiser les données. Voilà, en gros, ça c'est un peu toutes les épreuves, tous les enjeux qui vont être portés par le développement progressif de l'outil. Et aujourd'hui, on va voir que justement tout ça est analysé par une suite logicielle. MyWeb Intelligence, c'est vraiment l'outil qui est en amont. C'était la brique qui manquait parce que je vais aller en sens inverse. On a beaucoup travaillé sur des logiciels de visualisation de données. Aujourd'hui, on a
Power BI en Microsoft, on a Tableau, un Tableau qui, moi j'utilise beaucoup Tableau qui est très très bon en visualisation de données, il y en a en open source, etc. L'analyse de données à proprement dite, hein, on en a beaucoup, il y a SAS, RStudio, ça c'est un métier qui est mature. Les données externes, on en a beaucoup aujourd'hui, hein, il y a des prestataires de données externes, Moz, Alexa, Facebook, Google lui-même qui est un fournisseur de données externes. Il y a une masse de données hétérogènes multiples, énormes. L'analyse de réseau elle-même avait été récemment résolue. Alors, il y a Gephi, mais il y a aussi Cytoscape. Il y a aujourd'hui maintenant des logiciels. Alors, ils sont pour beaucoup de gens encore nouveaux, mais bon, ils ont déjà 10 ans. Donc, faire de l'analyse réseau, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui permettent de le faire rapidement. Qu'est-ce qui nous manquait? Il nous manquait, en fait, la matière première, la base. Comment cartographier le web, comment absorber le web, Et les crawlers qui existaient, parce qu'il en existe depuis plus de 20 ans, les crawlers n'étaient pas dans une logique de crawl, d'analyse de contenu. C'était ça. On crawl le web. Alors, il existe le Media Lab de Sciences Po avait fait Hive, qui était un crawler, mais c'est un crawler qui absorbe la page web dans son entier et qui fait une cartographie de tous les liens de cette page. Or, en marketing, ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. Parce que celui qui a produit la page, c'est l'équipe éditoriale. Et donc, il y a des menus, il y a des liens, voire même il y a des publicités, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu à proprement parler. Le contenu cœur d'une page, celle qui porte à un moment un discours et un sens. Et c'est ça qui nous manquait. C'est ça qui manquait comme outil, c'est-à-dire un outil qui cartographie le web, qui détecte le contenu central, qui détecte les liens qualifiés, et qui puisse en faire un corpus structuré utilisable dans les autres logiciels. Donc, alors, je n'ai pas voulu passer. Oh, pardon. J'ai pas voulu passer d'un logiciel à un autre, donc j'ai intégré directement des vidéos du logiciel. Je tiens à préciser qu'il y a un site qui s'appelle mywemintelligence.net, et sur ce site, vous accéderez à une formation. Il y a une formation d'1 heure ou 2. Tout est gratuit. Tout est en open source, tout est accessible, donc on peut tout faire soi-même assez tranquillement. Hein. N'importe quelle personne qui a déjà vu un terminal devant ses yeux et qui sait lire rentrer une ligne de commande sera formé en 1 heure. Là, vous voyez, ça c'est les commandes. Moi, je me suis même fait un petit fichier texte de commande et puis je me le paramètre une fois pour toutes et puis je l'ajoute. Hein. J'ai un étudiant qui a déjà créé un menu. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est offert, c'est ouvert. C'est en licence MIT, c'est-à-dire c'est une licence absolue, vous pouvez en faire des usages commerciaux ou quoi que ce soit. Et donc là, vous allez voir que, voilà, en quelques secondes, j'ai créé un projet, j'ai rentré un dictionnaire, et vous avez le crawling qui est en train de se passer. On est en train d'extraire les pages, on est en train d'extraire leur contenu, on extrait leurs médias aussi, parce qu'à terme, je voudrais aussi intégrer des fonctionnalités d'analyse d'image et d'analyse vidéo. Hein, il y a aujourd'hui beaucoup de prestataires en intelligence artificielle qui fournissent aujourd'hui en open source de l'analyse d'image, de l'analyse colorimétrique. Donc ça, c'est intéressant pour le marketing, à ne pas se cantonner au texte, mais s'intéresser aussi à la corrélation que peut avoir le texte avec les indices colorimétriques, les contenus d'images, les types d'images, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, on extrait les références médias et à terme, on intégrera des fonctions d'analyse de contenu. Donc ça, c'est la cartographie. Et là encore, j'insiste beaucoup, la seule spécificité de MyWeb, mais c'est en même temps le seul à le faire dans le monde, c'est l'idée de purifier la page en détectant son contenu, d'extraire son contenu et de pouvoir d'analyser que ce qui est à l'intérieur de ce contenu. Donc voilà, voilà. Ensuite, on fait un crawl de domaine pour essayer de récupérer la home page de chaque domaine et pour pouvoir qualifier le domaine. Ensuite, il y a un deuxième logiciel. Alors, dans MyWeb, il y a le crawler qui est en format Python aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a en Node.js, on a voulu mettre une interface graphique pour que l'utilisateur puisse à un moment faire le bilan de ce qu'il a crawlé. Donc voilà, et tout à l'heure, le crawl s'est fait à peu près en 15 minutes. Et on se retrouve avec à peu près 500 pages là, et c'est toute la controverse autour de Branco et de son livre sur 6 mois, hein, de janvier 2019 à juin 2019. Et donc l'utilisateur va pouvoir supprimer tout de suite les pages qu'il trouve être du bruit, parce que par nature, hein, le crawl va générer du bruit, même si on a mis un petit algorithme qui détecte
la pertinence. Il y a encore beaucoup de recherches à faire sur les algorithmes de pertinence. Google nous a fourni récemment BERT, hein, qui est un système d'analyse de mots-clés contextuels. On a l'intention d'essayer de voir comment on va pouvoir améliorer l'analyse de pertinence de contenu. Et puis, on va pouvoir très rapidement vérifier les pages, comprendre un peu son corpus. Là, vous voyez, il y a un lien direct. On voit à peu près comment ça fonctionne. Vous voyez qu'au cœur, là, regardez, hein, il n'a été extrait, au cœur de la page, n'a été extrait que le contenu qualitatif. C'est ça qu'on va utiliser dans le text mining et c'est ça qu'on va utiliser dans le traitement automatique du langage. Bon, là, il y a un petit bug. À droite, les médias, bon, dans cette page-là. Et puis, il y a une petite fonctionnalité d'analyse thématique. Hein. Vous connaissez tous ça, l'analyse qualitative. Donc, il y a la possibilité de créer une arborescence de tags, de sélectionner des contenus. Et à l'export, on retrouvera justement vos tags. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Là, encore une fois, la formation est là pour ça. Mais vous allez pouvoir faire de l'analyse qualitative et vous allez pouvoir en plus exporter ces tags et pouvoir faire de la cartographie de tags, pouvoir faire du clustering, du contenu qualitatif, de la classification automatique assistée, hein, puisque c'est les humains qui auront tagué. Soit vous le faites directement avec de l'analyse automatique du langage et vous faites de la clusterisation sur des mots-clés. Là, le gros avantage, c'est que vous avez un contenu qualitatif, hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment le cœur de ce qui a été dit et non pas la page web qui ne sert à rien en marketing. Hein. L'analyse globale de la page web, ça peut servir en design, ça peut servir en ergonomie, mais pas en marketing. Et puis là, on a des tags qualifiés, c'est-à-dire qu'à un moment, votre auditeur, l'analyste, va pouvoir sélectionner une partie du texte et lui attribuer des tags, et plus tard le récupérer justement pour soit de l'analyse quantitative, soit même du traitement automatique du langage, mais cette fois-ci avec des sous-parties sélectionnées et classées selon une hiérarchie thématique. Et donc pour ceux qui font un peu de la data analyse, vous comprenez l'intérêt très fort qu'un humain ait présélectionné un contenu quand on veut rentrer dans de l'analyse sémantique beaucoup plus approfondie autour d'une problématique donnée. Là encore, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans ma logique de mon expérience professionnelle, en général, dans le marketing, on est intéressé, on réfléchit autour soit d'une marque, soit d'un produit, soit d'une problématique donnée, soit d'une argumentation donnée, d'un système argumentaire donné. Et donc cet outil va permettre justement de pouvoir un peu me paramétrer. Je suis très très loin de la logique du tableau de bord automatique, du tableau de bord quantitatif. Ce n'est pas du tout ça l'objectif de MyWebIntelligence. C'est vraiment de donner un outil à l'auditeur, à celui qui analyse, l'analyste marketing qui va essayer de comprendre comment s'est structuré à un moment une opinion, comment des arguments se sont développés et surtout qui a eu un impact sur quel argument, sur quelle opinion. Moi, mon unité de base, c'est le thème. Le thème, la thématique, le concept clé qui va être à un moment porté par une communauté. Bon, je fais attention de ne pas trop traîner. Donc évidemment, il y a un export automatique vers Gephi, et Gephi, c'est un deuxième outil, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, cette fois-ci, c'est Media Lab, qui va nous permettre très vite de faire des cartographies d'auditeurs et surtout de pouvoir les classer en fonction de l'impact qu'ils ont eu, en fonction de l'autorité qu'ils ont eue. Il y a plein de paramètres comme ça qui distinguent audience et autorité. Hein. C'est hyper important de distinguer audience-autorité, même s'il y a une véritable corrélation entre l'audience et l'autorité. Hein. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais c'est quand même des choses qui sont radicalement différentes. Hein. Là, je vous montre par exemple une petite manipulation d'un résultat direct. Hein. Il suffit juste de récupérer le fichier d'export et de l'intégrer, et en quelques secondes, on a la cartographie des influenceurs. Et puis, on peut faire un export PDF, l'envoyer à ses collaborateurs et commencer à naviguer. Là, vous avez une navigation qui est un peu structurée et qui vous montre très rapidement qui a joué un rôle essentiel. Là, c'est en termes d'autorité, je pense, ce n'est pas en termes d'audience. Quelles ont été les pages les plus citées et surtout les plus citées par les gens les plus cités. Vous connaissez la logique de l'autorité, la cascade d'autorité. Et donc, très rapidement, vous pouvez savoir où est-ce que ça s'est passé et comment ça s'est passé, par qui ça s'est passé. Hein. Idem pour le contenu, hein, on peut analyser page par page et se demander quelles ont été les pages qui ont été les plus structurées. Je vais très vite, mais derrière, il y a toute une série de paramètres, hein, autorité, audience, partage sur les réseaux sociaux, qui vont vous permettre... j'ai oublié d'appuyer, ça ne se déclenche pas tout seul. Voilà, ça en live. Voilà les pages qui ont joué un rôle essentiel dans le débat.
Voilà où est-ce que ça s'est passé. Ça, c'est toujours l'indice d'autorité, mais j'aurais pu utiliser l'indice d'audience. Je pense que je le fais à un moment dans la vidéo. Voilà, voilà, ça c'est les audiences, qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Il y a eu le pour Macron, il y a eu le pour Branco et le contre Branco. Attendez, j'ai oublié de faire une pause là. Là, à un moment, on se retrouve avec la vidéo qui a vraiment lancé le buzz. On arrive à détecter qui a vraiment lancé le buzz. Et le contre-feu de la presse. Et là, l'article assassin de l'Express contre Branco qui arrive après 4 mois et qui est une sorte de contre-feu de presse parce que la presse est très, très remise en cause dans l'ouvrage de Branco. Et donc là, il y a un article assassin qui a eu un impact très fort. Et là, on voit vraiment dans le réseau comment il y a une bipolarisation du débat et comment il y a eu les pros et les cons, contre, etc., etc. Et ensuite, évidemment, sur Tableau, on arrive à avoir des analyses très, très fines. Là par exemple, c'est les sites sur à la fois leur indice d'audience et l'indice d'autorité. Et donc répartis avec une loi algorithmique, hein, parce que vous savez qu'en fait, il y a très peu de lus dans le web. Hein. La plupart des gens sont à zéro, et il y a très très peu de leaders d'influence. Mais là, en mettant une courbe algorithmique, on arrive à voir, et puis on se fait un petit tableau de bord sur Tableau, et on commence à pouvoir analyser d'une façon très fine. On peut faire la même chose avec les pages, évidemment. Voilà. Donc, la multitude d'usages, elle est énorme, hein, parce qu'à partir du moment où on a un contenu qualitatif, avec des liens qualitatifs, hein, des liens qui sont liés à une citation explicite du contenu et non pas à une machinerie éditoriale sur une page web, on peut commencer à faire des cartographies qui préparent son référencement, qui préparent l'analyse des mots-clés, etc. On peut faire du recrutement d'influenceurs parce qu'on commence à repérer ceux qui sont les plus actifs et ceux qui ont le plus d'influence sur les réseaux sociaux et ceux qui ont le plus d'influence parmi leurs pairs, hein, qui sont ceux qui font le là, qui sont ceux qui donnent la mode, hein, qui sont ceux qui sont à l'origine des tendances. On peut faire une analyse de retombées, hein, c'est-à-dire qu'on peut imaginer lancer sa campagne marketing, la structurer autour de quelques mots-clés, et puis 6 ou 7 mois après, faire son propre crawl, c'est-à-dire le crawl des mots-clés sur lesquels on s'est battu, et voir justement qu'est-ce qui fait partie de son contenu et qu'est-ce qui fait partie des choses incontrôlées, hein, et pouvoir comme une sorte de révélateur, hein, comme en biochimie, utiliser quelques mots-clés comme révélateur de ses propres campagnes et pouvoir faire une analyse de retombées. On peut faire un benchmarking concurrentiel, bien sûr, on peut opposer ses propres produits à ceux de ses concurrents et de regarder qui sont ceux qui en parlent, ceux qui défendent notre marque, ceux qui, au contraire, s'y opposent, et parallèlement, qui défend les marques des concurrents. Est-ce qu'il y a des territoires qu'on a ratés? Est-ce qu'on est parmi les plus influents ou est-ce que nos concurrents ont au contraire recruté des influenceurs bien plus intelligents que les nôtres? Faire de l'analyse de communauté de savoir, moi je fais beaucoup ça. Il y a une problématique donnée qui peut être sociétale. Hein. Je ne sais pas, la nocivité des ondes de la 5G. Est-ce qu'il y a une préoccupation sociétale? Est-ce que la 5G est nocif? Est-ce que le virus contre le Covid n'est pas dangereux? Eh ben on peut autour, non pas autour d'une marque, d'un produit ou quoi que ce soit, mais autour d'une question générale, se demander où est-ce que ça se passe, où est-ce que ça se débat, qui le dit et quels sont les contenus qui ont eu le plus de répercussions, tant en termes d'influence qu'en termes d'audience. Et enfin, l'analyse des signaux faibles, parce qu'on peut rajouter la date de publication aux pages, et donc on peut faire une analyse généalogique de la cartographie, c'est-à-dire partir des origines. Quelles ont été les premières pages? Qu'est-ce qui s'est passé semaine après semaine? Comment la cartographie s'est structurée et comment on en est arrivé là? Et donc, à travers plusieurs analyses, voir qu'en fait, les signaux arrivent des mêmes sources. Les signaux prennent feu pour les mêmes raisons. Et donc ça, c'est intéressant aussi de rajouter le côté longitudinal, c'est-à-dire de pouvoir montrer la cartographie d'une façon dynamique. Voilà, je n'ai pas voulu être trop rapide, parce que justement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions, et ensuite, je vous renverrai vers la formation, et ensuite, justement, je reste en contact. Hein, j'ai mis pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai un profil LinkedIn, donc on peut discuter sur LinkedIn, et voilà. Et là, il y a le site web, il y a la page LinkedIn, Twitter, enfin, il y a aujourd'hui moyen de rester fortement connecté, donc n'hésitez pas à vous abonner à ces différents supports. Voilà, j'ai fini ma présentation. Merci, c'était passionnant. Évidemment, ça ouvre plein de perspectives pour nous, je trouve.
évidemment aussi, j'imagine, sur les avis consommateurs, etc. Est-ce que vous avez des questions, chers amis? Moi, j'en ai Alors, une sur la dimension temps. C'est-à-dire lorsqu'on se lance, bon, on a vu qu'il y avait une formation, etc. Mais lorsqu'on se lance finalement dans ce type de projet, entre voilà, l'idée de départ, c'est-à-dire j'aimerais bien analyser ça, et le moment où on peut avoir quelque chose, une matière présentable, montrable. Voilà. Alors, pour faire vite, c'est 1000, 10 000, 100 000. C'est la taille du projet. 1000, 10 000, 100 000, c'est-à-dire 1000, je vais récupérer les 1000 premiers liens, je vais lancer un crawl. En 10 minutes, à peu près 10 minutes, un quart d'heure, le web est arrivé. Ça fait à peu près 5 6 000 pages. Je commence à l'analyser rapidement, donc je fais un export, je l'ouvre dans mon Gephi. Au bout d'une demi-heure, j'ai grosso modo ma carto Gephi, c'est-à-dire que je vois comment savoir mes influenceurs, etc. Si je veux aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille extraire des données externes, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille chez Moz, Alexa, etc. Bon, là, j'en suis à 2-3 heures de travail. En une matinée, j'ai une compréhension du cœur de réseau. Ouais, une matinée, j'ai une compréhension du cœur de réseau. Moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire en 2-3 heures de travail, je sais ce qui s'est passé. Mais c'est la loi des 20-80, en fait, ce cœur de réseau, c'est 80% de l'influence. Ensuite, si je veux aller plus loin, je vais passer à 10 000. C'est-à-dire si je veux rentrer dans la finesse, si je veux savoir si j'ai pas raté quelque chose, etc. Donc, je vais relancer le crawl, parce que j'ai rien à rajouter, puisque j'y étais de proche en proche. Je vais relancer le crawl à 10 000, il va m'apporter à peu près 50 000 pages. Là, je vais commencer à rentrer dans la bascule plutôt quantitativiste. Et puis surtout, ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer de trouver vraiment des perles rares, des communautés rares, etc. Et puis après, si vraiment j'ai un projet de long terme, c'est-à-dire si en fait je travaille sur un territoire de sens, c'est-à-dire que pour mon entreprise, ce champ-là, il va m'être utile pendant 3-4 mois, et ben là, je bascule vers les 100 000, ça veut dire vraiment j'ai une obsession de ne rien rater. À partir de 100 000 pages, on rate rien sur son sujet. Hein. Si vous avez raté quelque chose à 100 000 pages, c'est que ça ne compte vraiment plus du tout. Et à partir de 100 000 pages, on peut mettre une équipe dessus et puis travailler à plusieurs dessus et faire des sous-ensembles, travailler, etc., etc. Voilà. Donc, je dirais une demi-journée, 2-3 jours, et après, à l'infini. Après, on met son équipe dessus et on a la cartographie de son champ d'influence. Ok, merci. Si équipe il y a. Qui a d'autres questions? Ah, je suis inquiet s'il n'y a pas de questions. Non, alors j'ai une question, mais qui est un petit peu à côté de la plaque. Enfin, il y en a deux, on va dire. La première, parce que je n'ai pas tout suivi. La première, c'est comme vous êtes universitaire, etc. Est-ce que tout ça, c'est open source? Est-ce qu'il y aura une possibilité? Ça, c'est mon côté moi-même développeur et analyse data. OK. Et la deuxième, c'est que, est-ce qu'il y a une possibilité, alors ce n'est pas le cas dans votre outil, mais est-ce que vous envisagez une possibilité de prédictivité? Vous voyez, si je rajoute quelque chose, si j'influe de cette manière, je sais que le champ des possibles, parce que là, on voit ce qui est passé, mais disons que pour ensuite construire sa propre campagne marketing, bien évidemment, c'est avec des écarts types, quoi. Enfin, avec des... mais avoir une idée avec l'accumulation de données, savoir comment l'influence va se propager, quoi. Oui, alors l'idée c'est de fournir donc un set de données, hein, que ce soit un set de données relationnelles ou un set de données de contenu. Et ensuite, évidemment, vous pouvez utiliser tous les modèles de productivité. Une fois que vous avez votre set de données, vous pouvez le rentrer dans RStudio. Moi, j'utilise beaucoup RStudio, hein, d'autres vont utiliser Python, d'autres vont... Moi, j'utilise beaucoup RStudio. À partir de là, ça dépend du modèle de productivité que vous voulez, hein, mais vous pouvez très très bien faire des tests, des expériences, en rajoutant des contenus fictifs et en essayant d'imaginer au regard du contenu existant comment ce contenu fictif, en lui mettant des paramètres, hein, comment ce contenu fictif va réagir à un moment donné. Je vous donne un exemple. Vous avez tout ce qui s'est passé sur Juan Branco et vous imaginez que vous allez faire un post dans un journal, l'Express. Donc vous imaginez un faux article dans l'Express et vous le rentrez dans votre set de données. Et comme vous avez tout le comportement qui s'est fait et en plus le comportement dans le temps,
pouvez très bien imaginer la probabilité qu'il ait autant de liens, qu'il ait autant de partages Facebook, etc., etc., en fonction du modèle de données que vous allez mettre en place. Ok. Du coup, justement, je pense que c'est important aussi de dire qu'Amar a besoin aussi d'échanger avec les pros du marketing et de la com, parce que l'idée, c'est aussi de faire vivre cet outil, peut-être de trouver d'autres applications en plus. Enfin, je ne sais pas si tu peux dire un mot là-dessus. Oui, oui. Alors là, ouais, la question essentielle, moi, bon, j'imagine aujourd'hui l'usage. J'ai un passé responsable marketing, donc, enfin, plutôt consultant marketing, donc je l'ai pensé à travers ce passé-là. Mais les réalités sont très diverses dans le monde marketing en fonction de l'entreprise dans laquelle on est. On vit dans des réalités très, très diverses. On a des ressources extrêmement diverses. Et donc, la question, c'est quelle corrélation y a-t-il aujourd'hui entre le besoin de comprendre le web, de comprendre la place des influenceurs, la dynamique de l'influence sur un sujet et véritablement la mise en place de campagnes, voire l'évaluation de ces campagnes. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup de travailler en partenariat, voire d'échanger, voire de réfléchir sur des projets communs à un moment donné pour voir comment ça peut avoir un impact et moi me nourrir pour savoir quels sont les besoins qui rentrent en priorité par rapport à d'autres. Parce que, évidemment, il y a un énorme engouement pour les réseaux sociaux, ça, le marché est structuré, mais j'ai encore du mal à voir, et je pense que même les responsables marketing ont encore du mal à voir comment on agit avec les influenceurs et comment on met en place des relations influenceurs. Et je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'il manquait cet outil de visualisation. Ça, c'est mon hypothèse, mais en tant que chercheur, je me méfie toujours de mes hypothèses. Donc, mon hypothèse, c'est qu'il manquait un outil, et l'idée, c'est que si les responsables marketing s'accaparent cet outil, à travers des moments de formation extrêmement courts, hein, et commencent à comprendre ce que ça peut leur apporter, comment ça peut modifier véritablement leur gestion de la relation influenceur. Enfin, ça, c'est ma vraie question, et la question reste très ouverte. Oui, et en plus, alors si on prend le cas de la com aussi, tu as la problématique aujourd'hui du earned et du paid et du owned, c'est-à-dire les médias que tu possèdes, c'est-à-dire tes sites web, ton écosystème, etc., ce que tu achètes, et puis en plus ce que tu gagnes, c'est-à-dire un article dans l'Express, etc. Et est-ce que ça, par exemple, tu peux différencier du earned, paid, owned? Oui, c'est assez simple, c'est qu'une variable, hein, c'est qu'une variable, C'est c'est-à-dire que ça. à partir du moment où prenons un produit, c'est parce que j'ai pas eu le temps, mon fils voulait que je fasse la cartographie du lancement de la PS5. Alors, je voulais faire PS5 contre Xbox, mais j'ai pas eu le temps. Là, on est en pleine période d'examen, donc. Mais voilà, un lancement de produit, typiquement, il y a ce que vous allez produire vous-même comme contenu, il y a ce que vous allez acheter, hein, comme espace, enfin comme relation, acheter entre guillemets, pardon, mais ça se dit pas, mais qu'est-ce que vous allez construire en relation influenceur, en leader d'opinion. Et puis il y a ce qui va venir comme construction de la réputation de votre produit. Et donc là, c'est juste une variable. À partir du moment où vous avez recensé vos contenus, ben, il suffira avec une variable de dire que ça, c'est votre contenu et votre cartographie, elle va pouvoir permettre, en plus dans le temps, de montrer comment vos contenus ont créé des liens, qui eux-mêmes ont créé des liens, parce qu'on s'y perd vite, parce que mon contenu a produit des liens et d'autres contenus, ça c'est facile, mais ces contenus-là ont eux-mêmes produit des liens, et puis eux-mêmes ont produit des liens, ça commence à devenir difficile à suivre. Et c'est pour ça que le crawl, le MyWeb est intéressant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, de lien en lien, suivre la résonance jusqu'à son épuisement. Et surtout mesurer d'où est venue l'influence. Parfois, elle dépasse même notre perspective. C'est-à-dire que nous, on avait très rationnellement choisi des influenceurs, etc. Et puis, c'est pas là que ça s'est passé. En fait, ça s'est passé plus tard, ailleurs, et c'est une divine. Et je parle pas du bad buzz aussi, hein, parce que parfois le bad buzz arrive aussi d'une périphérie, d'un champ invisible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, il se peut que vous détectiez qu'ils viennent toujours du même endroit. Et qu'il y a des zones qui ne sont pas très favorables à votre marque ou à votre produit. Et vous pouvez cartographier et repérer ces zones. Et donc, oui, du coup, tu peux même anticiper des gestions de crise. Voilà. Voire même modifier ces zones, c'est-à-dire aller rentrer. Vous avez échappé, ils étaient en dehors de votre radar. Maintenant, il y a une politique à mener pour négocier avec eux, pour rentrer en contact avec eux, pour déverrouiller justement ces zones qui, plus tard, risqueraient de nouveau d'exploser en permanence. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Pas de retour sur l'utilité. Moi, j'aurais aimé avoir un peu de retour sur la pertinence, l'utilité. Alors, moi, je vais m'exprimer. Je suis complètement néophyte dans tout ce qui est influenceur. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait de mieux comprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt du contenu éditorial sur lequel je travaille. Mais en étant dans un secteur en plus très confidentiel sur la fusion et acquisition. Voilà, et donc je vais du coup regarder de plus près l'outil qu'on peut vous préconiser, puis de me faire la petite formation et de tester. Voilà, parce qu'on a déjà fait un peu de travail sur les mots-clés avec des agences. On voit également aussi les concurrences structurées. On s'aperçoit quand même que les réseaux sociaux, c'est pas ce qui amène le plus de clients ou de partenaires, de repreneurs. Voilà, donc je pense que ça va m'intéresser à regarder. Je pense peut-être que je vous interrogerai ou il faudrait que je sois peut-être votre étudiante. Sans problème. Sans problème. De toute façon, je prévois sûrement, alors peut-être plus vers mars-avril, mais des formations en ligne, mais faudra être mobilisable 2-3 heures et en 2-3 moments. Parce que même si on n'est pas data analyst, rien qu'avec la brique MyWeb, qui vraiment s'apprend sans une ligne de programmation, hein, si on sait lire et écrire en français, on peut utiliser MyWeb. Entre la brique MyWeb, Gephi, qui est purement graphique, ça veut dire qu'il est vraiment un outil qui se manipule à la souris, et Tableau, qui est aussi extrêmement graphique, même si on n'est pas programmeur, on peut quand même, alors c'est les 20%, mais on peut quand même se faire sa propre carte, son propre tableur, spreadsheet ou Excel, et vraiment, on a vraiment de quoi faire une très très bonne analyse. Alors vous êtes vraiment le client type. Moi je n'ai travaillé, quand j'étais professionnel, je travaillais qu'avec des marchés comme ça, des marchés où c'était pas du tout vendre un produit grand consommateur. Fusion-acquisition, qui sont les gens qui donnent le là sur l'évaluation et la notation d'une entreprise, qui sont où ça se passe, où est-ce que je dois envoyer mes articles pour qu'ils aient un impact sur la réputation de l'entreprise que je défends, ou inversement, quelle est la réputation de l'entreprise que je suis en train de défendre, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui et qui sont les gens qui sont en train de la casser ou au contraire la mettre en valeur. Donc, vous voyez, ça c'est typiquement un outil très très intéressant dans ces questions-là, parce que là on est vraiment dans l'influence entre pairs à haut niveau et pas du tout dans la communication consommateur. Il y a Carole qui pose une question. Est-ce que l'outil peut crawler des comptes privés de réseaux sociaux? Donc, par exemple, Instagram peut bloquer un Instagrammeur peut bloquer son compte et le mettre en accès privé. Est-ce que les URL de ces comptes sont crawlés? Alors, on ne crawl pas du tout les réseaux sociaux. Mais alors, c'est pas ça, du tout, voilà, c'est des pages. Public ou pas. Pourquoi? Parce qu'il existe 15 sociétés dans le monde aujourd'hui qui ont des outils merveilleux. C'est un marché qui est extrêmement structuré. Donc, ce n'était pas mon rôle de chercheur d'innover dans quelque chose qui n'est pas une innovation, puisqu'aujourd'hui, il y a vraiment il y a 5-6 gros prestataires qui font un travail formidable pour ces questions-là, et qui évidemment ne vont pas dans les comptes privés, parce qu'à partir du moment où votre document n'est pas public, vous ne pouvez plus le crawler. Les réseaux sociaux protègent très très bien les données personnelles. C'est quand on sait se protéger dans ces réseaux sociaux. Donc oui, ça n'a vraiment rien à voir. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Alors du coup, vous avez donc les coordonnées d'Amar, donc vous pouvez continuer à échanger avec lui évidemment via LinkedIn. Je voulais juste vous annoncer notre prochain atelier qui aura lieu donc le vendredi 19 mars de 12h30 à 13h30 et on accueillera Phility, qui est une agence numérique spécialisée dans les technologies mobiles, les objets connectés, la réalité virtuelle. Et ils vont nous parler d'un outil qu'ils ont développé pour des panneaux d'affichage, donc du out of home, et donc la data que ça génère, la facturation via des objets connectés, etc. Donc c'est une entreprise qui est à Bordeaux et donc on reste dans la région. Il me reste donc à remercier vraiment très chaleureusement Amar Lakel parce que du coup, on était un peu on a eu ta présentation en avant-première, donc on est hyper flattés. Et donc, j'espère qu'on se verra bientôt pour en parler aussi dans la vraie vie. Et
tous les cas, moi, je me suis déjà inscrite sur ta plateforme. Ça m'intéresse beaucoup et je vais aussi en parler avec mes étudiants. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la formation. J'espère elle est très claire. Il y a 4 petites vidéos. En 2 heures, c'est réglé. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes et à tous pour votre participation. À très bientôt. Merci Béatrice. T'as pas le micro, Merci. Jérôme. Merci. Bientôt. Merci. Au revoir. T'as pas de micro, Jérôme. Oui, pour te faire les retours voilà. Enfin, moi, de mon côté, je vois pas mal de potentiel, mais j'ai besoin d'aller jouer un peu avec l'outil, de me former. Donc, voilà. Mais clairement, je pense que oui, les marques sont intéressées par le degré d'influence. Après, l'usage market vient sur la question qui a été posée, moi, telle que je la vois, c'est de se dire, OK, quand tu as analysé le passé, la marque va déjà être satisfaite ou l'annonceur va dire OK, c'est bien, je comprends un peu mieux ce qui s'est passé et comment ça s'est passé et là je vois très bien la force de ton outil. Mais après il va dire OK, maintenant comment j'agis, comment éventuellement, alors j'agis en évitant que ça se reproduise ou comment j'agis pour redresser si jamais c'est un bad buzz, comment voilà, je contrecarre ce bad buzz. Et voilà, et donc ça, ces points-là, pour bien les comprendre, c'est lié avec la question sur laquelle tu as répondu, mais moi j'ai besoin, pour éventuellement envisager d'autres choses aussi, c'est de bien appréhender, parce que ouais, sur un format comme ça, c'est pas facile d'avoir compris, d'avoir bien identifié tous les pendants Ouais, c'est pour ça que je vais basculer vers une formation de 2-3 heures et les gens pourront s'inscrire. Où je pense que cette fois-ci, je prendrai un lancement de produit plus market, plus traditionnel, tu vois. Ouais. Et on verra comment repérer en fait les influenceurs, comment les quantifier. Et donc, évidemment, après c'est le métier du marketeur. Hein, c'est à lui de rentrer en contact avec l'influenceur, de produire des contenus adaptés. Par exemple, l'analyse de contenu permet de se dire, bah, je sais quel contenu marche auprès du public parce que j'ai les partages, j'ai les citations, j'ai les éléments, donc j'ai les items. Et donc après, c'est le métier du marketeur. L'analyste, lui, il est là pour donner les billes, pour voir ce qui se passe, pour peut-être modéliser sur ce qui pourrait se passer, hein, en faisant de l'analyse corrélative, etc., en montrant que tel thème marche systématiquement, etc. Ça, c'est de l'analyse de données. Après, ce qui est intéressant, c'est de laisser le marketeur faire son boulot, de revenir 6 mois après et de dire, voilà, est-ce que les hypothèses étaient vraies ou est-ce qu'elles étaient fausses, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, En tout cas, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Super. Et puis à Au revoir. bientôt. Oui, et puis tu me tiens au courant si tu fais une formation.